vous avez tous noté que, à l'occasion du remaniement ministériel, on a fait grand cas du départ du gouvernement, du titulaire du poste de l'économie sociale et solidaire. En revanche, la façon dont sera traitée l'économie sociale et solidaire dans le prochain gouvernement a été beaucoup moins clair et explicite, puisque c'est un simple tweet ou un message LinkedIn d'Olivia Grégoire pour annoncer que le président de la République et le Premier ministre avaient élargi le champ de compétences des PME vers l'économie sociale et solidaire. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'économie sociale et solidaire retourne à Bercy comme toutes les économies, j'ai envie de dire. C'est un peu étrange de n'avoir qu'un simple LinkedIn, une simple annonce. Et puis se pose quand même la question de la vie associative, qui ne relève pas uniquement de la vie économique et dont on ne sait pas quel ministère l'aura en charge. Alors, ça peut paraître un peu technique ou un peu subalterne, hein, voire des questions d'ego de la part des représentants de l'économie sociale et solidaire. C'est pas que ça, puisque comme vous le savez, les attributions des ministères sont l'objet de décrets ministériels et qui dit attribution de compétences dit moyens financiers et moyens humains pour agir. Tout ça pour dire que en matière de prise en compte des dimensions sociales, de la dimension responsable, au-delà des discours on va dire de façade, hein, qui sont proposés, au moment des actes, il y a parfois un décalage que l'on peut malheureusement constater, voire déplorer. Alors, pour autant, ces enjeux de l'extra-financier restent des enjeux absolument cruciaux. Toujours si on se réfère à l'actualité, quand vous lisez les températures qui sévissent dans le sud de l'Europe notamment, eh bien, on constate que les questions des conséquences du réchauffement climatique ne peuvent plus ne pas être prises en compte. Tout en rappelant quand même que, bien sûr, le climat et le changement climatique constituent une urgence et un enjeu considérable pour les acteurs publics et privés, mais la dimension sociale et la question des inégalités sociales, ce qu'on appelle les inégalités systémiques, demeure et va au-delà des enjeux et des conséquences sociales du changement climatique qui existent aussi. Et donc aujourd'hui, un des grands enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés, c'est de faire valoir que la dimension sociale de la vie économique de notre vie ne se limite pas aux conséquences du changement climatique. Et j'en veux pour preuve, alors souvent on nous dit, et les acteurs de la communauté financière nous disent volontiers, mais c'est compliqué, mais c'est difficile, et au risque de faire un peu ancien combattant, voire vieux con, ce qu'on entend aujourd'hui sur les questions des inégalités systémiques sociales, c'est ce qu'on entendait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années sur le climat, hein, et c'est ce qu'on entendait sur l'environnement, à un moment où Gilles faisait référence au fait que nous avons lancé la chaire innovation entrepreneuriale sociale à l'ESSEC il y a 20 ans. À cette époque-là, nous étions regardés comme au mieux de doux rêveurs et au pire comme de gentils inconscients, et avec toujours cette argumentation autour de la complexité, de la difficulté technique, financière. L'expérience prouve que il n'est rien de plus difficile que ce que l'on ne veut pas, et que quand on ne veut rien faire, effectivement, les choses sont toujours difficiles, et la difficulté technique est un très bon moyen et une très bonne façon de se justifier par rapport à une éventuelle inaction ou une action insuffisante. Donc, ce point est important parce que, comme par ailleurs, on entend beaucoup parler de la planification écologique, hein, alors vous avez tous noté que le conseil de planification écologique a été reporté du 5 juillet au 17 juillet. Maintenant, il sera à la rentrée, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que des réunions en plein mois d'août, on sait que c'est quand même pas les réunions les plus efficaces. Mais comme le discours, même des pouvoirs publics, pas seulement des médias, parce que les médias sont finalement reflets de ce qui se passe dans les pouvoirs publics, le discours des pouvoirs publics est très, très, très orienté, environnement, est très orienté changement climatique.
Vous notez aussi dans le gouvernement qui vient d'être nommé que les trois titulaires des ministères sociaux ont changé. Et la raison qui est avancée, c'est que leurs prédécesseurs n'avaient pas imprimé, eux n'avaient pas su se saisir des questions et des dossiers. Alors, espérons que leurs successeurs arriveront à faire remonter sur la pile de l'agenda les enjeux sociaux. Alors, les 5 tendances, parce que c'est compliqué de parler de toutes ces questions en 5 tendances. Je vous propose la première réflexion autour de la refonte du label ISR. Alors, j'ai aperçu Emmanuel Delisle dans la liste des participants. La refonte du label ISR, qui est un chantier qui a été engagé il y a plus de 18 mois, qui fait suite à un rapport de l'Inspection générale des finances assez critique sur le fonctionnement du label précédent, avec une gouvernance molle, avec en plus un positionnement stratégique qui était finalement pas très affirmé. Le label ISR, on se demandait toujours, puisque c'est un label public qui est porté par les pouvoirs publics, si les pouvoirs publics et le ministère de l'économie et des finances le voyaient comme un moyen de distinguer une épargne particulièrement positive et particulièrement bénéfique aux enjeux environnementaux et sociaux, ou si c'était un label qui permettait de mettre en évidence la qualité de l'industrie et la qualité des entreprises qui constituent les portefeuilles en matière d'extra-financier. Cette ambiguïté stratégique a été assez préjudiciable au label pour arriver finalement à cette étude qu'avait publiée Le Monde il y a à peu près 3 mois, c'était fin novembre, si je me souviens, non, 6 mois, le temps passe vite, c'était fin novembre 2022. Et dans cette étude, il apparaissait qu'un grand nombre de fonds labellisés ISR comprenaient dans leur portefeuille des lignes et des entreprises qui pourtant ne contribuaient pas forcément à la lutte contre le changement climatique, puisque de nombreuses entreprises du secteur, ce qu'on appelle oil and gas, donc pétrolier, ou pétrole et gaz, énergie fossile, se trouvaient dans ces portefeuilles. C'est pas très étonnant parce que ce sont parmi les entreprises les plus rentables. Il faut quand même le dire. Donc cette contradiction-là méritait d'être travaillée et d'une certaine façon surmontée. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Le 18 juillet dernier, c'est-à-dire il y a 7 jours, Madame Papalardo, qui est la nouvelle présidente du comité ISR, a présenté les grandes caractéristiques du label et a remis sa copie au ministre de l'économie et des finances après une consultation auprès des grands acteurs et de tous d'ailleurs, enfin les grands acteurs de la communauté financière se sont prononcés dans le courant du mois de mai. Avec quelques avancées intéressantes sur ce label. D'abord, le taux de sélectivité est passé de 20 à 30% pour chacun des piliers E, S et G, environnement, social et gouvernance. Ensuite, le label prévoira des exclusions pour relatifs à un certain nombre de participations qui seraient par trop contradictoires avec les objectifs que poursuit le label, même si la vie elle est faite parfois d'injonctions paradoxales. Ensuite, le deuxième élément qui est très important, et je m'en tiendrai là parce que je ne vais pas vous faire un topo trop long sur le label ISR, après vous pourrez vous reporter au site du ministère des Finances. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que le label ISR va reposer sur une analyse de ce qu'on appelle la double matérialité. Et c'est un concept extrêmement important dans les évolutions auxquelles nous allons assister et auxquelles nous pouvons contribuer les uns et les autres aujourd'hui et demain. La double matérialité, ça veut dire simplement qu'on s'intéresse d'une part aux influences de l'environnement, du social et de la gouvernance sur la valeur de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière. En quoi ces dimensions-là, en quoi ces éléments-là peuvent avoir une influence sur la valeur de l'entreprise. Mais on s'intéresse aussi, et c'est la deuxième dimension, donc c'est pour ça qu'on parle de double matérialité, aux impacts et aux conséquences de l'activité d'entreprise sur l'environnement et sur le social, et également en matière de gouvernance. Donc cette approche de double matérialité, en fait, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle finalement symbolise la différence de culture entre la vision que portent les anglo-saxons et notamment les Américains sur la prise en compte des critères ESG et la vision que portent les Européens. Les Américains et notamment
les représentants de l'ISSB, qui est, comme vous le savez, l'instance qui a été créée par l'IFRS, la fondation IFRS, qui est la fondation qui régit et qui porte toutes les normes comptables et qui aujourd'hui a imposé ces standards dans le monde entier, qui est une fondation d'origine nord-américaine. L'IFRS et donc l'ISSB se battent et déploient une démarche de reporting et de rendu compte des activités d'entreprise sur la seule matérialité financière. Alors que l'Europe, qui s'appuie sur les travaux de l'EFRAG, alors pardon, il y a beaucoup de sigles, mais vous savez, dans un certain nombre de domaines, les gens pensent qu'ils sont savants s'ils multiplient les sigles. Alors l'EFRAG, c'est un groupe de AG, ça veut dire Advisory Group, donc c'est un groupe de conseil qui a été mandaté par l'Europe en juin 2020, et EFR, c'est European Financial Reporting, donc c'est un groupe de conseil consultatif européen qui fait des propositions sur le reporting financier. Et l'EFRAG a travaillé, elle, sur une approche par double matérialité avec 12, alors ce qu'on appelle ESSR, c'est-à-dire des états standards de reporting, donc des dispositifs, des modalités de rendu compte qui sont donc aujourd'hui au nombre de 12 et qui traitent de l'ensemble des questions liées à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que il y a une grosse bagarre entre l'ISSB et l'EFRAG et l'Europe, même si ils ont quand même pris soin de travailler à ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes, c'est-à-dire que si on fait l'un, on pourra faire l'autre, mais il y a une grosse bagarre et qui a des conséquences en Europe, puisque au moment de l'adoption de la directive, alors CSRD, encore un sigle, hein, sur le reporting extra-financier des entreprises qui remplissent la directive NFRD. Et cette nouvelle directive, elle est intéressante parce que de 10 000 entreprises concernées par le reporting extra-financier, on va passer à un peu plus de 50 000, d'après les prévisions, hein, je ne vais pas compter, mais d'après les prévisions, un peu plus de 50 000 entreprises qui seront concernées par ce reporting. Et la tentation et le risque auquel on est confronté, c'est que le reporting extra-financier soit limité au reporting du climat. Voilà. Donc, vous voyez, alors tout se tient dans le propos, mais vous voyez que cette refonte du label FR, ces débats autour de la directive CSRD, alors il y a certains ont parlé de la bataille ISSB et FRAG, hein, dans les semaines qui vont venir, tout ça est assez crucial et c'est quelque chose que on a tous intérêt à suivre d'assez près. Alors les journalistes, pour sensibiliser encore une fois sur le fait que il est important de maintenir un degré d'exigence élevé, et puis les autres acteurs pour contribuer à ce que les pouvoirs publics français accentuent et incitent leurs partenaires européens à ne pas céder à la tentation, j'ai envie de dire, de la facilité. C'est d'autant plus compliqué que la communauté financière, notamment l'Institut de la finance durable, et son nouveau président sont relativement sur cette ligne, hein, qui est de dire on va faire le climat, on va faire les conséquences sociales du climat, et c'est déjà pas mal, et on aura bien travaillé. Alors, sûrement pas mal travaillé, mais il est important de garder en tête que, je le disais tout à l'heure, je le redis, les enjeux sociaux ne se limitent pas aux conséquences sociales du changement climatique. Alors, ce que vous avez pu noter également, c'est l'assouplissement des zones, de la mise en place des zones de faible émission. Certains y verront un recul. Je crois qu'il faut y voir plutôt une bonne nouvelle, parce que les zones de faible émission sont un dispositif qui n'est pas du tout adapté justement à nos concitoyens les plus pauvres et les plus défavorisés, puisque en fait, les principaux véhicules qui seront interdits dans le cadre des zones de faible émission sont ceux des artisans et ceux des chauffeurs-livreurs qui ne pourront plus rentrer dans les villes et ne pourront plus travailler. Et il se trouve que je suis administrateur de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Quand vous prenez ces auto-entrepreneurs-là, il n'y en a pas un qui a les moyens de se payer une voiture électrique, quand bien même il bénéficiera des 10 000 euros de prime qui est accordé et qui sont accordés à vous ou moi si nous achetons une voiture électrique. Parce que en fait, la voiture électrique passe de 35 000 euros à 25 000 euros en prix d'achat. Or, on a toute une catégorie,
une très grande partie de nos concitoyens qui ne sont pas en capacité, qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, même à 25 000 euros. Donc, la voiture électrique, c'est pour l'instant pas pour eux. Alors, grâce au ciel, les pouvoirs publics ont fini par prendre conscience de cette distorsion et il y a des travaux en cours pour rendre plus accessible la voiture électrique, mais on n'y est pas encore. Et puis, il y a eu cet assouplissement de la mise en œuvre des ZFE. Alors, tout ça ne veut pas dire qu'il faille nier les enjeux liés à la pollution atmosphérique, les enjeux de santé liés à la pollution atmosphérique, mais cet exemple illustre la nécessité de bien raisonner autour des trois piliers, liés les uns aux autres et en réfléchissant aux conséquences que les actions sur l'un peuvent avoir sur l'autre. Tout ceci s'inscrit, et c'est un point important, dans un contexte de lutte et de remise en cause féroce de l'ESG aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative et de la loi votée par Ron DeSantis, qui est gouverneur de Floride. Alors Ron DeSantis, il est d'autant plus important qu'il est potentiellement candidat aux élections présidentielles, puisqu'on aura le choix, les Américains auront le choix aux États-Unis entre Donald Trump ou lui. Donc c'est un peu la peste et le choléra, si vous me permettez cette expression, parce que DeSantis, lui, a fait voter une loi pour interdire aux établissements financiers de prendre en compte les critères ESG dans leurs décisions d'investissement au nom du devoir fiduciaire et au nom des intérêts des actionnaires, considérant que si les critères ESG étaient pris en compte, cela risquait d'aller à l'encontre des intérêts des actionnaires. Ce qui est d'ailleurs assez étrange parce que ne pas prendre en compte aujourd'hui le réchauffement climatique comporte des risques physiques qui peuvent être très importants en termes de conséquences pour les entreprises. Vous prenez un data center dans un environnement dans lequel il fait 48 degrés Celsius, le data center, il ne fonctionne pas vraiment bien. Donc, il y a là une forme de posture politique, d'idéologie. Bon, ça, c'est après tout, les politiques sont aussi là pour ça, mais ce climat anti-IVG, il est à prendre en compte parce que les républicains qui ont la majorité au Sénat avaient essayé de faire passer cette loi au Sénat. Ils ne sont pas arrivés parce que l'administration Biden a mis son veto, puisque aux États-Unis, le président de la République peut bloquer une loi par ce qu'on appelle la procédure du veto. Et donc, les gouverneurs des États du Sud, ils sont maintenant 18, ont repris le dossier et ont fait voter une loi, chacun dans leur État, pour procéder à certaines élections. Alors, c'est quand même pas neutre parce que le plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde, qui s'appelle BlackRock, dont vous avez un peu entendu parler, qui gère l'équivalent, et qui en actifs sous gestion l'équivalent de 3 fois le PNB français ou 2,5 fois le PNB allemand, donc vous voyez que ça fait quand même une puissance de feu assez significative, s'est vu retirer par l'État de Floride 600 millions d'euros de gestion d'actifs parce que son président avait pris ses positions en faveur de la prise en compte des enjeux climatiques. Évidemment, cette décision des fonds de pension américains a considérablement refroidi, sans mauvais jeu de mots, les ardeurs de BlackRock, qui aujourd'hui considère, et a fait complètement machine arrière, et considère que les questions environnementales et sociales sont l'apanage des gouvernements dans la grande tradition du propos porté par Friedman et par l'école de Chicago. Donc ce contexte politique, il est important de l'avoir en tête. Ça a entraîné en France la désertion des assureurs de ce qu'on appelle la NZIA, qui est, vous savez, à la suite de la COP26 de Glasgow, ont été créées un certain nombre d'alliances pour le net zéro. Donc NZIA, NZ, tout ce qui commence par NZ, c'est le net zéro, pour que l'économie soit carbone neutre en 2050. Et la NZIA, qui a compté jusqu'à 29 adhérents, 29 compagnies d'assurance, a perdu ces 3 derniers mois 12 grosses compagnies, dont 6 des 8 fondateurs. Hein. Il ne reste plus parmi les fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, que Aviva et Generali. Et ces assureurs sont partis. Pourquoi? Parce que ils ont reçu des lettres des procureurs des États d'Amérique, dont je viens de parler, qui ont voté la loi, et qui leur fait valoir, ces courriers leur font valoir que leur démarche en matière d'ESG serait illégale et pourrait notamment relever des sanctions liées aux
réglementation antitrust. Je vous rappelle que BNP Paribas a payé 10 milliards d'euros d'amende au titre du non-respect de cette, en partie au titre du non-respect de ce type de réglementation. Et donc, là encore, ce genre de démarche, de courrier, a des effets assez dévastateurs. Et des entreprises comme AXA, qui a pourtant lancé AXA Climate, AXA s'est retiré de la NZIA il y a quelques semaines, au motif, en disant qu'ils allaient continuer leurs actions tout seuls, alors que en fait, on sait très bien que les actions ne fonctionneront que si elles sont collectivement menées, mais simplement parce que ces grands acteurs de la communauté financière craignent des représailles ou des conséquences très négatives pour leur activité de la part des Américains. Faut noter que pour l'instant, parmi les gestionnaires d'actifs, les deux autres coalitions NZ pour l'instant, n'ont pas subi cette même hémorragie, parce qu'en fait, les gestionnaires d'actifs et les propriétaires, ce qu'on appelle les asset managers, les asset owners, en fait, ont une exposition et bénéficient d'une puissance de feu plus importante que les assureurs. Et pour l'instant, d'ailleurs, des acteurs qui ont quitté la NZIA n'ont pas quitté la NZ. La coalition des banques. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce actuellement se joue un élément important. Ça, c'était la troisième grande tendance. Deux autres tendances pour conclure mon propos, parce que je vois que le temps tourne. Alors, j'aurais pu également mentionner, enfin, vous l'avez peut-être suivi avant de passer aux deux autres tendances, la directive européenne sur la sauvegarde de la nature qui a été votée in extremis par le Parlement. Avec des assouplissements, certains disent que le texte a été vidé de sa substance, il faudra le regarder dans le détail. D'autres disent, je crois qu'ils ont raison, qu'il faut parfois savoir faire des concessions pour que symboliquement une loi soit votée. Alors, un vote contre ou un rejet aurait eu des conséquences tout à fait catastrophiques. Et cette directive sur la sauvegarde de la nature qui aboutira ou qui dont le texte contient la protection de 20% immédiatement des zones naturelles. Cette directive, elle fait suite à la COP 15 ou 16 de Montréal, puisque des COP, il y en a pour tous les grands sujets, sur la nature. Et cette COP avait eu un résultat historique, puisqu'elle a abouti à ce que tous les États s'engagent à préserver et à travailler sur 30% de leur territoire en zone naturelle. Alors, il faut faire attention parce que en matière de biodiversité, même s'il y a une très grosse montée en puissance de la prise en compte de cette question, une prise de conscience de l'importance de ces enjeux, en matière de biodiversité, les précédents accords étaient ceux d'Aichi, et ces accords-là, il y avait 10 engagements, et sur les 10, 0 avait été tenu. Donc, vous voyez qu'on partait d'assez loin. Alors, quelques mots pour revenir à un contexte plus franco-français sur deux choses. D'abord, la révision de la loi sur l'ESS. Vous savez que le Conseil supérieur d'économie sociale et solidaire a été saisi d'une demande de rapport et d'une évaluation de la mise en place de la loi sur l'ESS votée le 31 juillet 2014. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette loi, vous l'avez également suivi, avec notamment l'exigence de ESS France de ne pas toucher à l'article 1 de la loi, qui pose quand même une question, parce que définir l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprise est contradictoire avec d'autres articles de la loi. Il y a un excellent rapport qui a été produit par Frédéric Tiberghien, qui est par ailleurs président de l'association FAIR, qui gère le label Finansol, qui est un des 4 labels à côté de l'ISR français. Il y a le CIES et puis le label Greenfield. Cette révision de la loi donc sera intéressante parce qu'il y a nécessité de bien repositionner les choses sur fond de débats. Vous les avez sûrement suivis aussi au sein du mouvement Impact France, avec l'élection à la présidence de Pascal Demurger, qui dirige la MAIF, et avec dans la foulée la création du Move ESS par Jonathan Jérémia et Christophe Itier, puisque beaucoup des acteurs historiques du MOVES, du mouvement des entreprises sociales, qui était devenu mouvement Impact France il y a 3 ans, et d'ailleurs auquel j'avais contribué, moi j'avais eu la chance de participer à la création de ce premier MOVES,
beaucoup de ces acteurs ont considéré que la définition que donnait ce mouvement Impact France était beaucoup trop large et que on risquait d'aller vers un dévoiement. Et je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a un vrai risque. Comme il y a un adage populaire qui dit qui trop embrasse mal étreint, c'est sûrement une très bonne idée d'ouvrir et de faire en sorte que l'impact ne soit pas la chasse gardée, le précaré de quelques acteurs qui se considèrent comme étant meilleurs que tout le monde et comme portant, et je mets des guillemets, le bien. Et donc, il y a un vrai enjeu d'inciter tous les acteurs de la communauté financière, tous les grands acteurs à se mobiliser sur les questions d'impact, sur les dimensions environnementales et financières. Et sociale, pardon, de l'activité, mais il faut être très attentif à ce que on ne tombe pas dans ce qu'on appelle le greenwashing ou l'éco-blanchiment ou le social washing avec des gens qui vous font des grands discours, mais qui, au moment d'agir, reviennent toujours à la question financière. Donc là, il y a un vrai. Alors, les autorités bancaires se sont saisies, le régulateur s'est saisi de ce risque de blanchiment et de washing, hein, avec des contraintes assez fortes. Et d'ailleurs, ça a entraîné une reclassification massive. Alors, c'est peut-être pas la seule cause, mais enfin, on peut imaginer que cette vigilance du régulateur annoncée a été à l'origine donc d'une reclassification de fonds qui au départ étaient annoncés par les grandes entreprises de la finance comme étant des fonds à impact. Ils ont reclassé comme en fonds uniquement ce qu'on appelle l'article 8, donc fonds, on va dire, durables, pour éviter d'être mis en cause sur des discours qui seraient décalés par rapport à la réalité. Là aussi, c'est à la fois une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut pas laisser dire aux gens n'importe quoi. Il faut faire attention, là encore, que ces démarches-là n'aboutissent pas à un rétrécissement de la démarche des financiers, qui finalement aboutira à moins de capitaux et moins de moyens financiers au service de la transition et donc à des engagements moins importants. Et en vous disant cela, j'évoque la difficile question de la trajectoire, la valeur absolue, la valeur relative. Hein, est-ce qu'il vaut mieux investir 100 dans une entreprise qui fait à 100% de son activité et pour résultat de 1000 une action au service de l'environnement ou du social, ou est-ce qu'il vaut mieux investir les mêmes 100 dans une activité qui ne fait que 20% de son activité, mais qui fait 100 000 en tout. Donc 20% de 100 000, c'est plus que 1000, et donc on peut se dire qu'en termes en valeur absolue de conséquences, le deuxième investissement est meilleur que le premier. Sauf que on peut également dire, pendant que finalement les 20%, c'est l'idiot utile de la grande entreprise qui, pour 20% de son activité, fait tranquillement des choses, et puis pour 80% de son activité, développe des actions qui seront pas forcément positives. D'ailleurs, ça me permet de préciser un point que j'ai pas donné sur le label ISR, et qui est un point important. Il y aura des exclusions dans le nouveau label ISR si le gouvernement le prend comme tel. Et deuxièmement, les gestionnaires de fonds devront prendre en compte ce qu'on appelle alors les PAI en anglais, Principal Adverse Effect, et qui sont donc les principales conséquences négatives. Et dans le cadre du label ISR, il faudra choisir deux éléments de la taxonomie, des PAI de la réglementation européenne qui devront faire l'objet d'un travail particulier et pour lesquels les entreprises, les gestionnaires de fonds devront prouver et attester des efforts qui sont réalisés pour limiter les conséquences. Donc il y aura donc un travail qui sera à réaliser. Dernier élément, et après je rends le micro, c'est sur le partage de la valeur qui est une question qui a donné lieu à un accord au mois de février dernier entre les partenaires sociaux et patronat et organisations syndicales pour donc mieux répartir les fruits, ce qu'on appelle les fruits de la croissance ou les résultats positifs d'une entreprise. Cet accord doit être traduit dans la loi, c'est en cours. Ce qu'on peut noter qui est intéressant, c'est l'intérêt croissant et la prise de conscience qu'il est important de mieux répartir la valeur d'une part entre salariés, équipes et actionnaires, mais aussi à l'intérieur des équipes.
hein, qui est aussi un enjeu important, qui a été un enjeu important du débat autour du mouvement Impact France. Il y a un travail en cours et c'est une tendance qu'il faudra suivre. Je voulais mentionner la dernière initiative de Fitrust. Vous connaissez sûrement ce fonds d'investissement Impact qui a une double démarche à la fois dans le côté et dans le non-côté. Et Fitrust a remis au goût du jour un statut qui date de 1917, que la loi Pacte d'ailleurs avait également remis au goût du jour, qui est la SAPO, c'est-à-dire la Société anonyme de production ouvrière, et qui est un statut juridique qui permet d'attribuer des actions aux salariés sans que ceux-ci aient à dépenser de l'argent, donc ils ne risquent pas de subir des pertes en capital, mais qui leur ouvre un certain nombre de droits, à la fois en termes d'expression de leur avis au conseil d'administration, notamment à l'Assemblée générale, mais aussi en termes de bénéfices et de participation aux bénéfices de l'activité. Et cette démarche, ce statut-là qui existe depuis 1917 et qui est assez peu utilisé, mérite d'être déployé et développé de façon plus importante, car il constitue une bonne réponse, non pas par la loi, parce que la loi c'est toujours embêtant, de mon point de vue, c'est toujours mieux de fonctionner par incitation et par initiative. Donc ce statut-là permettra aux entreprises et aux dirigeants d'entreprise qui le souhaitent, de bénéficier d'un cadre qui offre la possibilité de ce partage à la fois des décisions et des fruits de la croissance. Voilà, j'étais un peu plus long que j'aurais dû, pardon. J'espère que tout ceci vous est apparu à peu près clair, même si c'est assez complexe, et je vous remercie encore une fois de votre attention.